Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cet épisode de Kalam 2.0. Nous sommes aujourd'hui en la compagnie de M. Abdelmalek Lehbil, une sommité internationale du monde sportif, qui nous accueille chaleureusement chez lui. Un bref résumé de son parcours académique. M. Abdelmalek Lehbil obtient un DUG de droit en 1976 à Fès. Ensuite, il entame un DUG en sciences et techniques d'aptitude physique et sportive à Caen, en France. Il obtient celui-là en 1978, suivi d'une licence dans le même domaine en 1980 puis une maîtrise en 1989, spécialisée dans la psychologie cognitive. Il décroche entre-temps le CAP EPS pour professeur d'éducation de physique sportive en 1981. Il finit par obtenir un DEA puis un doctorat en biomécanique et bioénergétique, respectivement en 1991 et 1992. Un parcours qui peut sembler hétéroclite, voire atypique pour certains. Curiosité oblige, on s'interroge sur les motifs qui l'ont poussé à suivre ce parcours. Donc vous avez un parcours qui peut être considéré comme atypique par certains. Donc est-ce que vous pouvez nous parler des motifs qui vous ont poussé à suivre ce parcours ? À l'époque, je ne peux pas dire que c'était des motifs, mais c'était ma destinée de l'époque. Et comme vous le savez, l'enseignement général au Maroc, il est jusqu'au brevet, il est général. C'est vrai, après le bac, c'était un petit peu atypique parce que quand j'avais eu mon brevet, j'ai pris une orientation, j'ai fait le français lettres. Et après, j'ai regretté une année, et puis j'étais un petit peu bon partout. Je me suis réorienté, j'ai fait la préformation anglaise. C'était la première préformation, c'était une section pilote il y avait trois. Il y avait une à Meknès, je pense une à Casa au Rabat et une à Oujda. Donc j'ai opté pour l'anglais. Donc j'ai fait une année avant le bac, c'était l'anglais. Et après, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait 2 ans comment on appelle ça, de sciences politiques. C'était la science, il faut qu'ils aillent, les scientifiques sur Rabat. Et pour les lettres et pour le droit, c'était Fès. Donc j'étais à Fès, j'ai fait 2 ans de sciences politiques. C'est pour faire plaisir un petit peu à mes parents et ma famille parce que ils m'ont demandé de faire de la science politique. Donc après, c'était pas ma passion. Franchement, c'était pas ma passion. Donc j'ai décroché ce DUG-là que j'ai montré à ma famille pour leur dire voilà, j'ai réalisé ce que vous voulez, mais maintenant c'est à moi. Et donc j'ai passé un concours qui a été organisé par la mission culturelle française sous l'égide de l'ambassade française. Donc j'ai décroché, j'étais major de la promotion, donc ils m'ont donné une bourse pour aller étudier en France. Et j'avais opté pour le sport. Je voulais un petit peu joindre l'utile à l'agréable parce que j'étais passionné du sport. Et j'étais en France pour étudier le sport. Mais quand j'ai décroché mon diplôme, j'ai dit tiens, il faut pas que je m'arrête ici. Donc j'ai continué. J'ai fait et à l'époque quand on avait étudié le sport, c'était la première et deuxième année, c'était en médecine. Donc on avait le même programme que les étudiants de médecine. Et c'était après 2 ans qu'il fallait choisir exactement où est-ce qu'il faut y aller. Donc, j'ai opté pour le sport parce que j'étais passionné. Et j'ai continué, avec une maîtrise de sciences cognitives. J'aimais beaucoup la psychologie cognitive parce que c'était la psychologie scientifique. C'est-à-dire, à l'époque des psychologues, les behavioristes, les comportementalistes et tout ça, on appelait ça la boîte noire. Ils s'en foutaient de ce qui se passait dans la tête. C'était stimulus-réponse. Mais entre stimulus-réponse, c'était la décision vient de la tête et la réflexion. Mais donc, la psychologie cognitive, elle a résolu ce problème de la boîte noire. Le challenge pour la psychologie cognitive, c'était que cette boîte noire devienne une boîte blanche. Donc, et d'ailleurs, pour l'histoire, c'était à l'origine de ce que vous appelez maintenant l'intelligence artificielle. Donc, c'était la psychologie cognitive. Et après, j'ai décroché aussi une licence à côté
C'était une licence de sciences de l'éducation. Ça m'intéressait pour voir un petit peu ce qui se passait. Et puisque la pédagogie est toujours sous-tendue par une psychologie. Chaque courant pédagogique il doit être sous-tendu par une psychologie. Donc, si vous voulez, après, c'est là où c'est atypique. Alors, de tout ça, je suis passé complètement à la biomécanique et la bioénergétique en DEA et dans mes études doctorales. Donc, encore une fois, j'ai retravaillé la mécanique, la biomécanique et toute la théorie scientifique, toute la cinématique et la cinétique et tout ça. Et après, j'ai fini par, c'est-à-dire avoir les deux. Alors, tout cela au départ qui me semblait un petit peu atypique, comme vous dites, ça m'a aidé beaucoup après parce que quand je suis devenu conférencier international et pour former les conférenciers dans le monde, toutes ces sciences m'ont aidé dans mon travail professionnel. Voilà. Alors, durant 15 ans, vous avez occupé respectivement deux fonctions importantes, senior manager et directeur du département de développement international au sein de la World Athletics, anciennement IAAF. Alors, quel bilan pourriez-vous faire sur le plan professionnel et sur le plan personnel? Alors, sur le plan d'abord professionnel, c'est une nouvelle expérience, bien sûr. C'est surtout quand on travaille au niveau international et quand tu travailles aussi dans un établissement d'envergure internationale. On apprend beaucoup de choses, mais aussi, sur le plan professionnel aussi, je n'étais pas là-bas pour apprendre. C'était un challenge pour moi, c'était pour donner. J'étais recruté pour donner. Parce que, en fait, j'avais commencé à travailler avec eux en freelance depuis 1986. Donc, j'étais un expert et conférencier international et j'avais passé un concours pour devenir conférencier international. Et comme, puisque voilà, l'atypique ça revient, le général ça revient, je l'avais passé en arabe, en Égypte, parce que c'était un concours international. Il y avait 21 pays et ils voulaient juste un conférencier arabophone qui parle arabe pour former des conférenciers dans les pays arabes. Mais quand j'étais là-bas, en Égypte, eh ben, j'étais major de la promotion, j'étais classé premier, et eux, ils cherchaient seulement un conférencier. Donc, c'était moi. Donc, quand j'ai discuté avec la personne concernée, le directeur de l'époque, de développement de l'époque, c'était un Allemand, le premier directeur au sein de cette fédération. Il m'a invité pour un dîner, il m'a dit, Malek, donc, on va t'utiliser pour les pays arabes. Je lui ai dit, écoute Björn, il s'appelait Björn. Je lui ai dit, mais c'est pas ma langue de science. Moi, toute la science que j'ai appris, c'est-à-dire sportive, et du mouvement humain, de la biomécanique et tout ça, c'était en français. Il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit oui. Et alors, il m'a dit, comment ça se fait que tu as été classé premier? Ben, je lui ai dit, je continue à travailler mon arabe. D'ailleurs, j'ai toujours travaillé mon arabe. Et j'aimais beaucoup l'arabe comme langue. Donc, c'est pour cela que voilà. Il m'a dit, bah, c'est une bonne aubaine, puisque maintenant, on va vous utiliser pour les pays francophones et pour les pays arabophones. Donc, en Afrique et dans le monde entier. Et c'est pour cela que j'ai commencé arabophone. Et donc, j'ai travaillé avec eux depuis 1986. Et depuis, j'ai encadré, j'ai formé à peu près 3000 conférenciers dans le monde, qui appartenaient à 190 pays. Mais après, j'ai repris mon anglais et j'ai commencé aussi à former en anglais. Donc, c'est pour cela que ça m'a servi beaucoup ce qu'on appelait cette formation atypique. Voilà, je l'ai utilisée sur le plan professionnel et j'ai donné beaucoup dans toutes les langues. Donc c'est bon. Alors maintenant, sur le plan professionnel ici, ça m'a permis aussi d'implanter des systèmes de formation, n'est-ce pas, dans le monde entier, et d'implanter des nouveaux programmes que j'avais moi-même construits, que j'avais mis en place.
Donc, implanter un programme au niveau international, c'est pas la même chose qu'au niveau national. C'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a plusieurs langues, il y a beaucoup d'interculturels que, d'ailleurs, c'est là-bas où j'ai développé beaucoup ma communication interculturelle qui est très importante parce que chaque société a sa manière de communiquer, de se comporter. Donc, il faut cette compétence. D'ailleurs, je vous conseille, vous les ingénieurs, parce que vous êtes appelés à être recrutés dans des boîtes internationales, d'améliorer cette compétence de communication interculturelle qui est très importante. Donc, si vous voulez, j'ai gagné beaucoup au niveau international parce que j'étais toujours entouré, j'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit des Allemands, que ce soit des Anglais, des Américains, des Russes, des Chinois, des Australiens, partout dans le monde, des experts. On se réunit et on échange, c'est de la science, donc j'ai appris beaucoup sur le plan professionnel et j'ai donné beaucoup aussi, donc je suis fier parce que on reste toujours marocain, parce que pour eux, être marocain, être directeur de développement international, d'ailleurs j'étais le premier marocain, le premier africain et le premier du tiers-monde. Avant moi, il n'y avait que deux, il y avait un Allemand, dont je vous ai parlé maintenant, il y avait un Italien et après c'était moi. Et donc, en temps, je me sentais quand même un ambassadeur marocain, voilà. Maintenant, sur le plan personnel, eh ben, c'est un épanouissement d'abord de la personne. Et comme je vous ai dit aussi sur le plan interculturel, ça m'a aidé à avoir beaucoup de recul. Parce que quand on est marocain, on a toujours une seule référence, c'est le Maroc. Mais une fois dans l'international, on prend beaucoup de recul. Et quand on prend du recul, on s'approche de l'essentiel. N'est-ce pas? On a une vision, c'est-à-dire plus sereine, plus objective. Et quand on compare sur 3 dimensions. Pas seulement sur le haut, on voit ceux qui sont mieux que nous, mais aussi sur le côté, et aussi plus bas que nous. Donc ça nous donne beaucoup de recul. Et même quand on prend une décision, n'est-ce pas? C'est une décision sereine, basée sur beaucoup de choses objectives. Donc, sur le plan professionnel et aussi personnel, ça m'a permis de visiter, d'aller voir 147 pays, n'est-ce pas? Très riches, différentes cultures. Et à chaque fois qu'on côtoie une culture, ça renforce notre tolérance, d'accepter l'autre, surtout d'écouter l'autre, parce que quand on écoute, on apprend, mais quand on parle, on n'apprend rien du tout. Donc, ça m'a permis d'écouter, de voir, d'observer. Et aussi, tout ça, ça m'a aidé à être très, très serein dans mes décisions et d'être aussi, j'acceptais beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est ça sur le plan professionnel. Et ça m'a permis aussi d'agrandir ma famille relationnelle. Je connais beaucoup de monde dans le monde entier, n'est-ce pas? Bien sûr, je connaissais d'abord au Maroc, mais après, ça m'a permis de connaître d'énormément. Ça m'a permis de rencontrer des chefs d'État. Ça m'a rencontré de rencontrer des premiers ministres, des ministres, et aussi des stars et tout ça. Tout ça, c'est important par rapport à la richesse de la personne. Voilà. Alors, vous avez eu une formation académique très polyvalente et aussi pratiqué beaucoup de sports. À tel que votre nom, on est très lié. Alors, pourriez-vous nous faire un lien entre les deux, s'il y en a? Oui, exactement, il y en a un lien très très fort. Dans le sport, ça m'a inculqué beaucoup de valeurs, n'est-ce pas? Tel que l'effort, parce que qu'est-ce que ça veut dire le sport? C'est le dépassement de soi. C'est pas seulement se contenter du moindre effort, mais c'est se surpasser. C'est ça qui fait que les gens réussissent dans le sport. Ou ceux qui gagnent, c'est ceux qui se surpassent. Deuxièmement, le respect de l'autre, n'est-ce pas? On doit respecter le compétiteur ou l'adversaire, n'est-ce pas? Et aussi ses coéquipiers. Troisièmement, il y a une solidarité dans l'équipe. Pour vous les ingénieurs, on appelle ça l'esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe, c'est pas la définition de l'esprit d'équipe, c'est pas celle qui est classique, que j'aime pas. C'est-à-dire se solidariser, travailler ensemble et tout ça. C'est pas seulement ça. C'est que le vrai esprit d'équipe, c'est compenser les faiblesses de l'autre sans le montrer du doigt. N'est-ce pas? Donc ça, c'est très important.
Donc, si vous voulez, ces valeurs-là, on les trouve beaucoup dans le sport, concrètement dans le sport, on les pratique. Tout ça, c'est aussi la tolérance, c'est accepter, tout ça, c'est très important le sport. Et ça a un petit peu complémenté ma formation théorique, académique, avec d'autres valeurs qu'on gagne aussi. Alors, que pensez-vous du modèle sportif universitaire américain qui permet à leurs étudiants de bénéficier parallèlement d'une formation académique et d'exercer un sport de compétition? Et pourrions-nous voir un jour le même système implanté au sein des universités marocaines? Oui, les Américains, ils ont un bon système. C'est même pas un modèle. Il est devenu un modèle. Mais d'abord, c'est un système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un système? C'est un ensemble d'éléments, c'est-à-dire deux niveaux ici, puisque le sport aux États-Unis, il est basé sur un système scolaire, n'est-ce pas? C'est au primaire, il y a du sport, au collège, il y a du sport, au lycée, il y a du sport. Donc, c'est un aboutissement à l'université, n'est-ce pas? Tous les champions passent par le scolaire. Alors que chez nous, à l'époque, il y avait ça. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Donc, les Américains, pour eux, c'est naturel. Quelqu'un qui ne fait pas de sport, il est anormal. Donc, et le sport, pas seulement les Américains, parce que j'ai été dans les pays de NACAC, c'est-à-dire le centre américain et tout ça, ils ont cette culture où le sport, il est très, très, très important chez les scolaires. Donc, c'est un aboutissement à l'université. Alors, on doit s'y inspirer ou on doit y revenir parce qu'à l'époque, nous, on était dans les scolaires, il y avait toujours de la compétition, il y avait de grands champions et il faut juste maintenant qu'ils s'acheminent vers l'université. Je sais que les universités, puisque moi-même j'étais coordinateur du sport universitaire à l'université Mohamed Ier, on a les installations, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas cette culture sportive chez les étudiants. Et ce n'est pas leur faute, parce qu'ils ne l'ont pas eu quand ils étaient au scolaire. Et ça n'a pas abouti jusqu'à l'université. Donc, il faut qu'on change de culture. Voilà. Alors, l'interdisciplinarité, qu'en pensez-vous étant vous-même un produit de cette dernière? Oui, il y a la pluri, il y a l'inter. Alors, j'ai beaucoup l'inter parce que l'inter, ça me permet de former, n'est-ce pas, et d'avoir un esprit d'analyse. Parce que quand on traverse les disciplines, on finit par avoir un esprit d'analyse. Et je vous conseille, vous, les ingénieurs, de travailler beaucoup, d'aller chercher un petit peu dans la théorie qu'on appelle la systémique. La systémique, c'est à peu près ça, c'est traverser à peu près toutes les disciplines. Et quand on est systémique, on a une vue globale, pas seulement analytique. Mais pour vous, il faut avoir les deux, global et analytique. Donc l'une compense l'autre. Et ça va vous donner une vue, une approche aussi, et aussi ce qu'on appelle une analyse assez objective quand on l'a fait de deux côtés, microscopique et macroscopique. Donc ça va vous permettre d'être un petit peu, de vous approcher de l'essentiel. Voilà. Donc j'aime beaucoup l'interdisciplinarité. Ça m'a aidé dans ma vie professionnelle et ça a fait de moi ce que je suis. Voilà. Merci. Alors, quelques conseils tirés de votre riche expérience à donner aux élèves ingénieurs de l'ENSA d'Oujda? Je pense que si j'ai un conseil à donner aux élèves, c'est d'abord, il faut qu'ils soient toujours pas, pas, pas réactifs. Il faut qu'ils soient proactifs. Réactif, on peut l'être juste dans des situations d'urgence, imprévues. Là, être réactif, c'est déjà pas mal. Comme si c'est passé chez nous, par exemple, le Covid, n'est-ce pas? C'est une situation qui n'était pas attendue. Mais avant d'être aussi proactif, si on peut cherche la moyenne juste au milieu, on peut être actif. Mais je demande aux étudiants d'être proactifs. Deuxièmement, de se faire confiance, n'est-ce pas? De se faire confiance et de travailler, de multiplier l'effort, n'est-ce pas? Il y a partout des places, même dans le monde, au Maroc. Mais il ne faut pas se contenter du moindre effort. Il faut aller vraiment se créer des challenges. Parce que le cerveau humain n'aime pas
la monotonie, n'aime pas la boucle fermée. Il adore qu'on le challenge, qu'on l'on titille. Donc, des jeunes, il faut se titiller, il faut se crier. Parce que la vie, la règle générale de la vie, c'est les défis, n'est-ce pas? La vie, c'est pas quelque chose de facile, n'est-ce pas? C'est pour satisfaire le moindre des besoins dont on a besoin, par exemple la nourriture. Je crois qu'un lion, il ne va pas dormir et que la gazelle va se l'offrir, n'est-ce pas? Non, il faut qu'il aille la chercher. Pour qu'il aille la chercher, il faut qu'il fasse un effort. Il y a beaucoup de challenges aussi, il y a beaucoup d'obstacles. Donc la vie normale, c'est des obstacles. Et c'est à nous de résoudre ça. Donc il faut se faire confiance, il faut aussi travailler. Je pense que, in fine, vous allez être très bon parce moi je suis un pur produit marocain, de ma culture, de ma formation, mais je me suis imposé sur le plan international et c'est grâce à ma marocanité, Tamghrabit Ntaï. C'est ça qui m'a. Donc je me suis fait confiance et j'ai fait une place au niveau mondial dont je suis fier. Et même les autres, que ce soit les Américains que j'ai côtoyés, les Chinois, les Australiens, je pense qu'ils l'apprécieront beaucoup. Donc, Monsieur Abdelmalek, nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, comme il est coutume dans notre émission, nous finissons par un portrait chinois. Et donc, je vais le dire devant la caméra, on avait déjà discuté avant dans les coulisses. Et donc, les questions sont très bien choisies pour vous parce que, bon, en premier lieu, je vais vous poser la question de si vous étiez une plante, laquelle seriez-vous? Et je sais que vous m'aviez dit que vous aviez beaucoup lu et étudié sur les arbres, plus de 15 ans. Donc la deuxième question, ce sera si vous étiez un pays, lequel seriez-vous? Je pense que vous êtes très apte à répondre à cette question en vue du fait que vous avez visité plus de 147 pays. Enfin, si vous étiez un livre, lequel seriez-vous? Parce que vous êtes un grand lecteur, vous dévorez les livres, d'après ce que vous m'avez dit, donc 50 pages par jour, c'est vraiment énorme. Donc on va commencer par la première question. Donc si vous étiez une plante, laquelle seriez-vous? Alors ça va être rapide parce que j'aime bien une plante qui s'appelle la plante de Jéricho, ou appelée aussi la plante de Jéricho, c'est à peu près dans la Méditerranée, en Syrie, en Palestine, mais aussi je pense qu'on l'a aussi. Ça s'appelle aussi la plante de la résurrection, c'est-à-dire c'est une plante qui meurt, après 20 ans elle renaît quand elle trouve de l'eau. Elle se met en boule, on la trouve dans le désert, elle est emportée par le vent et dès qu'elle trouve un petit lac d'eau ou un petit flacon d'eau, il s'y accroche, elle renaît. Donc pour moi, c'est plein de symboles. C'est à peu près le phénix qu'on appelle, la mythologie, le phénix. Donc elle renaît et c'est ça la vie. Donc il faut toujours se renaître, il ne faut jamais abandonner. C'est un conseil que je vous donne. Never give up. Il faut y aller. Il faut se remettre debout, il faut aller affronter. Pour moi, c'est une plante que j'adore. Pour le pays, c'est simple, c'est tout simple. C'est vrai, j'ai fait 146 pays, un petit peu plus. Et quand je voyageais, les gens me posaient déjà cette question, quel est le meilleur pays que vous avez fait et tout ça. Mais c'est une question assez difficile, hein, à laquelle je n'ai jamais répondu rapidement. Parce que j'ai découvert qu'il n'y a pas... la beauté d'un pays est faite par la bonté de ses gens. N'est-ce pas? J'ai vu des pays très, très beaux pays, mais avec des gens qui sont froids ou qui sont... Donc, on n'aime pas y vivre là-bas. Et pour moi, le seul pays que j'ai toujours aimé, c'est le Maroc. Mghrabit, Tamghrabit. On a tout, c'est beau, c'est très beau. Et c'est vrai, ceux qui n'ont pas voyagé, ils ne connaissent pas la valeur du Maroc. On a le soleil, on a une très très bonne nature, très belle nature. On a la mer, on a les montagnes, on a de la neige. Les gens, alhamdoulilah, on a des gens très sympathiques parce qu'ils ont une culture, on a une culture plurielle, quoi. C'est-à-dire ce patrimoine culturel qu'on a, il est très riche et les gens sont très hospitaliers. Il faut aller au sud, il faut aller au nord, ils sont toujours très hospitaliers. Et je pense qu'on a un très bon pays. C'est pas parce que je ne suis pas chauvin, non, parce que j'ai vu. Et Tanin, on se contente de peu. Nous, on est très plein d'humilité, les Marocains, et c'est des bosseurs, c'est des travailleurs, n'est-ce pas? Et je suis fier de mon pays.
que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà. Maintenant, concernant les livres, ou le livre, c'est une question la plus difficile que j'ai eue maintenant durant cette interview. Je ne peux pas choisir de livre. J'aime tous les livres, j'aime lire tout. Pas tout, je choisis bien sûr, j'aime beaucoup le scientifique, j'aime beaucoup aussi les livres de philosophie, j'aime beaucoup les livres qui traitent des sujets. Et d'ailleurs, quand on lit juste un livre, c'est monotone. Il faut que je change et je passe de min kulli bustanin zahra. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les livres. Donc je n'ai pas à choisir un livre. Tous les livres, finalement, un grand livre où il y a tout. Encyclopédie, j'aime beaucoup ça. Voilà. Merci, donc je vous souhaite un très bon parcours dans votre vie et je souhaite à vos collègues aussi, à vos camarades, tout le bien que je pense. Voilà. Donc, Monsieur Abdelmalek, comme il est coutume, عاوتاني في l'émission ديالنا, on va vous remettre un petit trophée. باش تعقل علينا به شي شوية. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez rajouter un petit mot. Merci beaucoup. Je vais garder ça bien au chaud. En plus, ça va être un bon souvenir de votre passage. Et je vous souhaite tout le bien, un très bon avenir pour vous et pour vos collègues. Inch'Allah, on se revoit, on tlaqa comme ça. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous arrivons maintenant à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Je souhaite encore une fois remercier M. Abdelmalek El Hebbil pour son hospitalité. Je remercie aussi Nourprod pour nous avoir soutenus. Je tiens aussi à remercier l'Alensao et plus précisément Wassim El Hawi, son président, pour son soutien constant. Et un grand remerciement à toute l'équipe qui veille à la réalisation de cette émission. Nous vous retrouvons bientôt avec un nouvel invité sur Kalam 2.0.